Les abeilles pillotent de ça, de là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Ce n'est plus thym ni marjolaine, ainsi les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement. Hervé Rémy est directeur de la performance organisationnelle de l'association Kypseli. Kypseli, ça veut dire ruche en grec. Et l'association porte très bien son nom. Au quotidien, Kypseli accompagne des adultes en situation de handicap en Anjou. Pour Hervé, cette association est comme une ruche d'abeilles. Les adultes en situation de handicap sont fragiles, mais nécessaires à la société. Comme les abeilles. Et ils ont énormément à nous apprendre. Et ça influence forcément l'organisation et le management Kypseli. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Hervé. Bonjour Grace. Hervé, tu es directeur délégué à la performance organisationnelle de Kypseli. Alors Kypseli, c'est une association qui accompagne des adultes en situation de handicap. Pour commencer, Hervé, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette association ? Oui, comme tu l'as dit, nous accompagnons des adultes en situation de handicap et Kypseli est une association locale, angevine, basée dans le Maine-et-Loire, créée en 1959 à l'initiative de parents qui ont fait du militantisme comme bon nombre d'associations dans le secteur du handicap. Et c'est une association qui s'organise en 2 pôles ? Oui, c'est ça. Il y a 2 pôles. Un pôle réussite professionnelle, dans lequel nous faisons l'accompagnement des personnes par le biais du travail. Notre outil d'aide est le travail. Il y a 5 ESAT et une entreprise adaptée. Et il y a un pôle bien vivre. Donc, dans le pôle bien vivre, on retrouve des foyers d'hébergement, on retrouve une unité pour personnes handicapées vieillissantes, un centre d'activité de jour, un foyer de vie, un service d'accompagnement à la vie sociale. Donc, c'est tout ce qui n'est pas l'accompagnement par le travail. D'accord. Et donc toi, directeur délégué à la performance organisationnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'interviens de manière hiérarchique en tant que directeur sur des établissements d'aide d'accompagnement par le travail et aussi de manière transversale dans l'organisation de Kypseli. D'accord. Au total, Kypseli, ça représente 600 personnes accompagnées, 200 salariés dans l'association. Et ce qui est intéressant avec ton parcours, Hervé, c'est que toi, tu ne viens pas du tout du domaine médico-social. Tu as une formation qui est technique à la base, tu as travaillé dans l'industrie en tant que responsable supply chain, notamment responsable qualité et plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que toi, tu t'es retrouvé à gérer une association comme Kypseli ? Alors, comment je me suis retrouvé directeur des arts, parce que j'ai commencé directeur des arts. J'ai fait une bifurcation professionnelle en 2012. Par le biais d'un recruteur. Je savais que je voulais donner quelque chose de moi de manière plus utile que ce que je faisais dans l'industrie. Et en échangeant avec un recruteur, on a parlé d'un poste de directeur des AT. Pour moi, c'était quelque chose d'un peu flou, un peu éloigné, parce que ça faisait partie de mes connaissances professionnelles, mais juste de sous-traitants. Pour moi, ça a été un vrai déclic. Et je me suis dit, bah oui, c'est vraiment ça ce que je cherche depuis plusieurs mois, plusieurs années, où je me cherchais un peu à ce moment-là. Et ça a été un déclencheur, un révélateur. Oui, parce qu'à ce moment-là, donc tu disais, tu as 31 ans. Et ce que tu ressens, c'est quoi ? C'est un besoin d'être utile, de s'aligner entre, je sais pas, une sorte de responsabilité collective, sociale ? C'est complètement cela, dans le sens où je sentais un tiraillement fort que j'arrivais difficilement à gérer entre ce que je voulais faire et faisant partie d'un grand groupe, d'une multinationale, ce qui m'était demandé de faire. C'est-à-dire entre mon quotidien opérationnel très proche des salariés et bien des gens qui gèrent que via les reportings et les chiffres. Et à un moment, j'ai tenu compte des signaux que me donnaient mes proches et puis aussi mon corps. Et à ce moment-là, qu'est-ce que toi, alors je sais pas, c'est peut-être une question étrange, mais qu'est-ce que toi tu apportes à l'association avec ton background ? Ce que j'apporte,
c'est une vision managériale horizontale. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et c'est un grand changement. Quand j'arrive dans l'établissement, d'abord un établissement et puis après plusieurs établissements, mais c'est vraiment ça. Et c'est un management par la confiance, avec une position basse et humble. Ça veut dire que je me souviens d'une de mes premières réunions à dire à l'équipe, eh bien moi je connais rien au médico-social, je connais rien à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais vous savez faire, quoi. J'arrive pas du tout en étant le sachant, contrairement en fait au directeur que je remplaçais, qui lui était le sachant par son vécu, et moi j'étais pas du tout le sachant. Alors ça peut être un peu effrayant pour certains forcément, et puis ça a libéré aussi des énergies à d'autres endroits. Et ce que j'ai apporté, c'est ma façon de faire, c'est le management, c'est ma proximité avec les membres de l'équipe. Et en fait, pour moi, je me considère comme complètement partie intégrante de l'équipe. D'accord. Tu me disais aussi quand on a préparé ce podcast que ce qui était important pour toi, c'est que chacun ait une voix. Ah oui. Ce que je dis, fréquemment, c'est que les gens qu'on n'écoute pas perdent leur voix. Et ça, moi, j'en suis plus que convaincu, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance avec mon entourage, que ce soit mes parents, mes oncles et tantes. Ce sont des personnes qui travaillaient en usine, ou voilà, c'était vraiment des ouvriers de production. Et le soir, le week-end, ils avaient plein de choses à dire sur leur travail. Et c'était des choses positives, parce qu'ils aimaient leur travail, ce qu'ils faisaient, et ils avaient des remarques pertinentes. Mais à chaque fois, il y avait le même constat, c'est je suis pas écouté. Et moi, j'ai à un moment en responsabilité, eh bien, je me dis, ça a forgé quelque chose chez moi, et comment je fais moi pour pas qu'il se passe ça dans les équipes que je gère. Et ça, c'est mettre en place des choses managériales pour que chacun puisse être entendu et écouté, et au même niveau que n'importe qui d'autre, en fait. Chacun de la même façon. Alors, c'est une question d'équité, quoi. Ouais, ça on va en parler un petit peu plus, mais d'abord, on va parler de la culture d'entreprise, pas forcément de Kypseli, mais en tout cas, toi, du pôle que tu diriges, qui est la réussite professionnelle dans l'association. Est-ce que le fait de travailler avec des adultes en situation de handicap a un impact sur la culture d'entreprise ? Ça a évidemment un impact, dans le sens où on doit adapter et tout adapter pour que chacun soit en réussite professionnelle. Et de ce fait-là, ce que l'on fait avec les personnes qu'on accompagne, eh bien, on le fait de la même façon, en fait, pour n'importe quel salarié. Et moi, c'est la vision que j'ai. C'est de dire, chacun doit être en situation de réussite au travail, que ce soit les personnes que l'on accompagne ou les salariés des établissements, de l'association. Donc ça a un impact fort, en fait, dans la vision et dans la façon de faire. Et il y a une cohérence complète. Ça veut dire que les moniteurs d'atelier des AT qui accompagnent une équipe, eh bien, ils vont mieux accompagner une équipe si eux, ils vivent la même chose dans leur quotidien. Juste pour que ce soit clair, donc on disait il y a 600 personnes accompagnées, 200 salariés dans l'association. Est-ce que dans ces 200 salariés, il y en a qui sont en situation de handicap ? Il y a des salariés en situation de handicap, avec des handicaps qui peuvent être variés, connus ou pas connus. Enfin, ils sont pas obligés de dénoncer. Oui. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas forcément besoin de le dire. Mais oui, il y a des salariés en situation de handicap. Et d'ailleurs, dans des recrutements, de manière volontaire, j'ai souhaité recruter des encadrants en situation de handicap. Et c'est une notion d'exemplarité. Et je trouvais que ça fait partie intégrante de notre culture d'entreprise. C'est de dire, on prône l'inclusion des personnes dans les entreprises. Nous, on va chez des clients et puis on propose en fait les services de personnes en situation de handicap. Mais nous, en fait, qu'est-ce que l'on fait chez nous ? Comment ça se passe chez nous en interne ? Chez nous en interne, eh bien, c'est de se dire,
eh bien, allons recruter, c'est ce que je me suis dit, allons recruter des encadrants en situation de handicap. Et ce qui est intéressant avec ce que tu dis là, c'est que tu appliques dans l'association ce que tu t'es appliqué aussi à toi-même, c'est ne pas se mettre dans une case et ne pas s'arrêter au CV d'une personne et vraiment l'accompagner. C'est aussi pour ça qu'on parle de réussite professionnelle, mais l'accompagner à découvrir un métier, découvrir des compétences, évoluer. C'est que je considère que chacun a en capacité de faire quelque chose. Et c'est pas au travers de diplômes que ça se mesure. Non, c'est concrètement, en fait. J'ai de l'exigence sur les valeurs que l'on partage. Quand il y a des entretiens de recrutement, déjà, je fais des entretiens de recrutement de manière appréciative. J'ai été formé à la démarche appréciative et je fais des recrutements de manière appréciative afin de pas mettre en tension les candidats, mais plutôt les mettre à l'aise. Donc, il y a de la verbalisation dans la démarche appréciative et c'est surtout de la réussite. Parlez-moi d'une réussite professionnelle. Voilà. Et quand on parle de ça, eh bien, il y a plein de choses qui arrivent, des tensions qui sont relâchées et il y a une rencontre qui se crée. Et moi, je partage aussi un moment de réussite et comme ça, on est au même niveau. Et je me dis, ça commence par le recrutement, c'est ce qui va se passer après dans le quotidien, dans l'entreprise. Tu parlais des valeurs, est-ce qu'elles sont énoncées, ces valeurs-là ? Oui, alors les valeurs sont énoncées, elles sont vécues aussi chez ce qui est presque le plus important. C'est le plus important en fait. Ce qui est énoncé dans la charte de l'association, ça a été le travail en fait de ce qui est vécu au sein du conseil d'administration, des salariés. Donc il y a eu un travail de projet associatif et on est ressorti des valeurs. Et les valeurs de responsabilité. Ça, c'est quelque chose de très fort. Voilà, je suis salarié chez Kipseli, je suis responsable des engagements que j'ai pris et du travail que je fais vis-à-vis des personnes qu'on accompagne. On a un objet qui est énoncé dans les statuts de l'association. Et comment, moi, en fait, je porte cette responsabilité. Et ça, c'est important. On a une nécessité de service et on doit s'occuper des personnes. Donc ça, c'est une notion de responsabilité aussi vis-à-vis de la société. Et on a aussi notre responsabilité sociétale et environnementale. Donc ça aussi, c'est quelque chose de fort et qu'on construit au fur et à mesure. On a une feuille de route RSE qui est en construction en ce moment. Donc on a aussi une valeur de dignité. La dignité humaine. Comment on peut se construire si on n'est pas considéré en fait. Donc ça c'est aussi vécu à tous les niveaux. Et puis des valeurs d'humanisme. Nous sommes des humanistes profondément. Ça veut dire quoi être humaniste ? Ça veut dire c'est la considération des personnes. Et en faisant tomber les a priori. Ça veut dire que on peut avoir chacun. Moi, j'ai des a priori, mais j'en fais quoi de ces a priori ? J'ai des jugements. Je fais quoi de ces jugements ? Eh bien, en fait, est-ce que je peux les mettre de côté et dépasser ça ? Et c'est là où on va plus loin. En fait, on fait tomber toutes les barrières pour avancer ensemble. Tu parles de justement cet équilibre à trouver entre responsabilité individuelle et collective. Tu parlais aussi au début de notre échange de l'horizontalité, cette volonté d'horizontalité quand tu es arrivé dans l'association. En termes de management, comment ça se traduit ça ? Alors, ça se traduit aujourd'hui par des entretiens, d'être à l'écoute. Ça veut dire que il y a des managers, il y a toujours une hiérarchie. On n'a pas cassé les hiérarchies. Et au fil des années, j'ai expérimenté. Nous avons expérimenté et nous sommes arrivés aujourd'hui à quelque chose de construit avec chaque salarié a un temps d'écoute en 1 à 1 toutes les semaines d'une demi-heure. Et dans cette demi-heure, c'est le salarié qui parle. Avant tout, en premier lieu, le salarié dit ce qu'il a envie de dire. C'est comment ça va, mais comment ça va vraiment, quoi. Dis-moi ce qui se passe là, ce que tu as envie de dire. Et ensuite, le manager est vraiment
à l'écoute, c'est de l'écoute active. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est planifié. Il n'a pas son téléphone, il n'a pas son ordinateur, il n'est pas joignable à ce moment-là, sauf s'il y a vraiment une grosse urgence, mais c'est plutôt quand même rare que tout soit urgent tout le temps. Et d'être centré pleinement sur ce que dit le salarié. C'est vraiment ça, et ça c'est la base. Avec l'équité du fait que chacun a ce même temps. Et ensuite, il y a des fois des moments, des salariés qui disent là, moi, cette semaine, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas grand-chose à dire, ça dure 5 minutes, 10 minutes au lieu de 30 minutes, mais c'est pas grave parce que le moment était là. Et moi, ce que j'ai souhaité, c'est créer le contexte et l'environnement pour que chacun soit à l'aise, en fait, là-dedans. Donc, un manager peut passer 4 heures de sa semaine en écoute active de l'équipe qu'il a. Mais quelle richesse, en fait, d'accueillir, de savoir accueillir ça, en fait. Tout ce que peuvent dire les salariés. Et puis aussi, c'est une occasion pour le manager de guider avec des feedbacks. Donc, il y a du feedback positif à faire toutes les semaines. Et puis aussi, à des moments, il y a un feedback qui est à faire sur une attitude qui va pas, un comportement, quelque chose. Et en fait, c'est un cadeau, quoi. Le feedback, c'est vraiment un cadeau. Merci, en fait, j'ai dérivé c'est pas volontaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec tout ça d'être justement un petit peu le manager poubelle ? Non, parce qu'en fait, en le vivant, on n'entend pas que des plaintes. C'est pas le cahier de doléances, parce qu'il y a plein de choses et il y a des initiatives qui sont prises grâce à ça. C'est-à-dire qu'un salarié qui dit, moi, j'aimerais expérimenter ça, je voudrais ça. Alors, ça peut être la crainte à un moment de certains managers qui disent, oh là là, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? On va me demander plein de choses et je sais pas, je vais pas savoir quoi répondre. Moi, je pense qu'il n'y a pas de crainte. Au moins, c'est énoncé. Et vaut mieux que ça soit énoncé que pas dit. Et puis, des fois, c'est juste... ça peut arriver, un salarié qui énonce une problématique ou quelque chose qui se passe mal pour lui et le manager qui peut juste dire « Mais qu'est-ce que tu attends de moi ?» Le salarié veut des fois juste rien. En parler. En parler et que tu l'entendes en face. Ouais. D'où l'écoute active. C'est intéressant parce que le dernier épisode, celui juste avant de Culture Entreprise, je recevais Kevin Bourgeois qui a cofondé Supermood et qui raconte ça, que contrairement aux idées reçues, le collaborateur veut pas forcément qu'on fasse un plan d'action après son témoignage ou quoi qu'est-ce. C'est juste à un moment besoin de vider son sac et se sentir écouté, mais vraiment écouté. Et par rapport à cette notion de vraiment écouter, toi, pour le coup, tu as appris de tes erreurs dans le sens où, pour vraiment écouter, tu pratiques la politique du bureau fermé. C'est étonnant, la politique du bureau fermé. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'ai évolué. Je considérais que de pouvoir être tout le temps accessible, c'était indispensable. Vraiment, c'est-à-dire que ma porte est ouverte et elle était vraiment ouverte et venez quand vous voulez. Et à des moments, il y avait personne, et puis à des moments, ça pouvait être un peu le défilé. Et je me suis aperçu et je me suis posé la question en me disant, mais quand quelqu'un vient, est-ce que je suis vraiment centré sur ce qu'il me dit et quelle réponse j'apporte et qu'est-ce que je renvoie dans mon non-verbal aussi. Ça veut dire que j'ai dû avoir en fait quelques retours en disant mais là je te sens pas m'écouter ou oui parce que c'était pas le moment en fait. Et donc je suis passé de ça à ma porte est fermée mais je suis toujours accessible. Et ça, je prends rendez-vous. Et de ce fait-là, dans un rendez-vous, je mets un créneau de 3/4 d'heure, d'une demi-heure, 1 heure, en fonction du temps que je peux avoir. Et je le dis. Et je prends vraiment ce temps-là. Le téléphone est coupé. Alors, je suis pas derrière mon ordinateur. Et là, j'ai ce temps-là, c'est prévu, et j'honore mon rendez-vous avec la personne. Et je suis pleinement centré sur ce que la personne me dit. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose où toi, tu as évolué sur le sujet, et puis tu dis, depuis que je suis arrivée, on a beaucoup appris, on a beaucoup évolué. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de pratiques managériales qui ont changé au fil du temps ? Alors, il y a, comme pratique managériale qui a changé, c'est le fait d'avoir un directeur par établissement. Ça, c'est des habitudes avec un directeur qui prenait plein de décisions. Moi, je me suis retrouvé directeur d'un établissement et puis après de 2 établissements. De ce fait-là, je peux pas être à 100% à 2 endroits ou à plusieurs endroits.
Donc, ce qui fait que, les prises de décision, comment on prend une décision et comment se crée cette confiance et cette réciprocité de confiance. Donc, j'ai organisé les choses avec de la non-présence. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comment je suis nécessaire à l'organisation et dispensable. Quelqu'un de dispensable, c'est on peut s'en passer à des moments. Et moi, j'ai organisé aussi les choses en disant prenez des décisions. Vous êtes libre de prendre des décisions à des moments, mais alors en fonction de quels critères, de quel cadre. Ça veut dire que quand le cadre est bien clairement défini, eh bien c'est rassurant. Et les cadres intermédiaires, les managers, savent qu'ils peuvent prendre ces décisions et en toute confiance. Et ça, c'est une pratique aussi qui a changé plutôt que d'aller chercher toujours un directeur qui va prendre lui la décision. Oui, ou à contrario, laisser faire au risque du coup de ne pas mettre un cadre, alors qu'en fait l'équilibre se trouve par l'exigence finalement, par le cadre. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets peut-être des innovations managériales à mettre en place ou d'autres projets managériaux? Eh bien, je pense qu'on apprend tout le temps et on expérimente et il y a toujours des choses à améliorer. Et ça va être aussi en fonction des retours des salariés. Je disais tout à l'heure qu'on est en train de construire notre feuille de route RSE. Et comment on construit cette feuille de route ? Et bien en écoutant. Ça veut dire que on a fait des enquêtes, des tables rondes de la part des bénévoles, des salariés, des clients, fournisseurs, financeurs. Et avec toutes ces verbatims qu'on va avoir, eh bien peut-être qu'il va y avoir des innovations managériales. Moi, je pense qu'on tente. Et c'est ça qui est important. C'est quand je dis on tente, c'est on y va tous. Et puis, il y a un moment, on fera le bilan de ça. Et on verra ce qu'il en ressort. Moi, je pense qu'il n'y a pas de limite à l'expérimentation tant qu'on ne met pas en péril les personnes qu'on accompagne, l'équilibre économique de l'association. Très bien. Hervé, on arrive déjà bientôt à la fin de ce podcast. Mais comme tu le sais, il y a une petite tradition à chaque fois, c'est que je demande à mon invité de me donner une citation, une devise, quelque chose qui l'inspire au quotidien. Est-ce que tu as une citation à nous partager ? J'ai une citation qui provient de l'Éducation selon Montaigne. Elle est assez longue, donc je vais essayer de bien articuler et de pas aller trop vite dans cette situation. Les abeilles pillotent de ça, de là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Ce n'est plus thym ni marjolaine. Ainsi, les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Eh bien, ce que j'aime et ce qui me plaît dans cette citation, c'est que on parle d'humilité. Ça veut dire que je n'ai pas la connaissance seule de tout, donc je vais aller chercher à autrui pour agrandir mon savoir. C'est un peu ce que disait Bergson aussi, quoi. C'est plus on sait qu'on ne sait pas, quoi. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'était Socrate qui disait ça. Oui. Et puis aussi, il y a la notion de responsabilité. La responsabilité de ce que j'en fais, en fait, de ce matériau que je vais chercher chez l'autre. C'est-à-dire que je vais emprunter à autrui quelque chose, mais je vais, moi, le confondre. Et je vais en faire mon matériau ensuite. Et de ce fait-là, je forge mon jugement. Pour moi, c'est ça qui est fort, en fait. C'est je suis responsable du jugement que je me forge, mais aussi je le forge en allant chercher autrui. Et ce qui, au final, correspond très très bien au projet de l'association. Tout à fait. Tu me disais d'ailleurs que Kypseli, ça veut dire une ruche ? Oui, Kypseli, ça veut dire ruche en grec. Nous avons changé de nom en 2019 et on a travaillé. Donc, c'est un groupe de travail. Et ça fait partie de la culture d'entreprise. C'est que c'est pas un codir qui décide de tout comme ça. Donc, il y avait des bénévoles et des salariés. Et ce nom est ressorti de ruche. Et ce qui nous a plu dans ce nom de ruche, c'est que
la ruche accueille les abeilles et comme les personnes que l'on accompagne, les abeilles sont fragiles, mais comme les personnes qu'on accompagne, elles sont nécessaires à la société. D'accord, oui, c'est très intéressant. Et c'est vrai que pour une association qui travaille avec des adultes en situation de handicap, c'est inspirant, je trouve, aussi de le voir comme ça. Les abeilles, ce sont des insectes en voie de disparition d'ailleurs, mais qui sont tellement riches, qui sont tellement... parce qu'ils produisent. Et d'ailleurs, je crois qu'on est incapable de produire du miel artificiel. Ça fait partie des seules choses qu'on ne sait pas produire artificiellement. Je trouve ça très intéressant. Donc, quand on fait le parallèle avec cette citation, au final, on découle plein de choses. C'est donc une très belle citation. Merci beaucoup, Hervé. Et puis, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, merci beaucoup, Hervé, pour ton temps et puis de nous avoir raconté un petit peu tout ça. C'était très intéressant. Merci, Grâce. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu ? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif ? Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.